Alors aujourd'hui, on est avec Florence Poznanski. Et alors Florence Poznanski, c'est une militante associative dans une ONG brésilienne d'éducation populaire. Voilà. Et qui a eu à travailler beaucoup sur l'action et la démarche de démocratie participative au Brésil. Et Porto Alegre, bah, c'est quand même l'endroit où est née cette démarche de démocratie participative. Donc on va voir, je pense, une audition fort intéressante avec Florence qu'on vous propose aujourd'hui. Et bien, merci Florence d'accepter cet échange. Merci de l'invitation. Voilà, donc on est très intéressés. Alors déjà, ce qu'on aimerait comprendre, c'est le contexte. Dans quel contexte politique la démarche de démocratie participative à Porto Alegre est-elle née? Oui, c'est vrai que c'est très intéressant d'en parler parce que Porto Alegre, dans les années 90, où il y a eu le début aussi du Forum social mondial, c'est devenu vraiment une référence dans la façon de pouvoir faire de la politique autrement et d'apporter des résultats concrets. Et en fait, ce qui fait vraiment la spécificité du budget participatif de Porto Alegre, et à la différence de tous les autres qui se sont multipliés de par le monde, c'est qu'il est vraiment né d'une démarche, comme on dit en français, bottom-up, c'est-à-dire partie des besoins de la population qui en fait s'était accumulée pendant plusieurs décennies de mauvais gouvernements sous la dictature. Il faut savoir qu'au Brésil, jusque dans les années 80, on est sous une dictature militaire et que énormément de problèmes urbains n'avaient pas été pris en compte par les pouvoirs locaux, notamment au niveau des favelas, qui pendant longtemps n'étaient juste pas cartographiées. Alors, les favelas. Tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est que les favelas. Les favelas, c'est ce qu'on peut appeler les banlieues au Brésil, sauf que, à la différence d'ici où on leur a quand même construit des bâtiments, c'est des gens qui ont construit leur maison de fortune sur des terrains vagues. Et le truc, c'est que c'est devenu des petites villes dans la ville. Et pendant longtemps, les mairies avaient pris la position de nier leur existence. Et donc de ne pas apporter les éléments vitaux de goudronnage, d'assainissement, etc. Et pendant toute cette période, ces banlieues se sont construites, organisées, et avec l'absence de l'intervention des pouvoirs publics, et sous un moment d'oppression également, ils ont vraiment créé une organisation communautaire très forte. Et à la sortie de la dictature, où on a un gouvernement du PT, du Parti des travailleurs, qui est donc le gouvernement de Lula, après, qui arrivera plusieurs années après au pouvoir, se crée cette interaction entre, d'un côté, les habitants de ces quartiers populaires organisés, avec des vraies demandes, des listes à n'en plus finir de choses à faire pour qu'ils puissent vivre dignement dans ces quartiers, et une mairie à l'écoute. Et ces gens-là finissent par écrire un manifeste en disant « Nous voulons participer à la façon dont les dépenses publiques vont être réalisées parce que nous considérons que nous avons le droit, en tant que citoyens résidents de cette ville, d'avoir une série d'interventions pour améliorer nos vies. » Et se crée à ce moment-là un échange entre la mairie, qui est effectivement très disposée à interagir, et les habitants, en disant bon, nous on a pratiquement peu d'argent parce qu'on sort aussi d'un processus de crise, etc. Donc il faut rationaliser tout ça, il faut prioriser, et le budget participatif va se créer, se co-construire entre les habitants et la mairie autour de cette nécessité de prioriser, de hiérarchiser ses demandes et ses besoins. Donc ça part d'abord des quartiers les plus populaires, ça part dans un contexte post-dictature, d'émergence d'une revendication forte. Donc la demande, elle est d'abord d'auto-organisation des habitants de ces quartiers populaires. Voilà. Et qui, par contre, obtiennent un regard positif, à l'écoute. D'accord. C'est pas complètement comme ça que ça s'est passé en France. Hein. C'est quand il y a eu la démarche démocratie participative, je pense que c'était plutôt le politique qui a essayé de mettre en place les démarches de démocratie participative. Moi, j'ai vu, par exemple, en 95-2001, dans le 20e, on a la mairie d'arrondissement qui a basculé à gauche, mais la mairie centrale est toujours à droite. Et là, c'est vrai que les premiers conseils de quartier, du coup, sont vraiment des instances de contre-pouvoir, de rapport de force, qui permettent à nos quartiers populaires, qui sont très très différents hein, des favelas, mais d'être dans ce bras de fer vis-à-vis de la mairie centrale. Donc c'est vrai que cette démarche-là, elle s'opère de manière assez dynamique, avec beaucoup d'attentes. Et puis à partir de 2001, on rentre dans une autre étape où c'est l'arrivée de Bertrand Delanoë, maire de Paris. Donc Paris bascule à gauche.
Et il y a des démarches de conseils de quartier qui se mettent en place, mais là du coup ça devient le politique qui va vers les conseils de quartier. Donc et on se rend compte que c'est plus du tout, petit à petit, plus du tout la même population qui va s'impliquer dans les conseils de quartier et dans les démarches de concertation. C'est pas les habitants les plus populaires. Donc vous, c'est d'abord les habitants les plus populaires qui vont du coup faire remonter les besoins, c'est ça, qui vont les exigences de changement et de rupture dans les politiques menées dans leur quartier, quoi. Ouais. Sachant que, alors il y avait vraiment des besoins en termes d'investissement, donc goudronner les villes, faire venir l'assainissement, l'éclairage public, enfin il n'y avait rien, en fait, tout était à faire dans ces quartiers, et puis aussi une demande de gouvernance. C'est-à-dire, on ne veut pas que l'investissement, on ne veut pas que l'intervention dans notre quartier, mais on veut aussi prendre part aux décisions qui font faire qu'on va choisir telle et telle chose, on va investir dans telle et telle chose. Et ça, c'est vraiment ce qui a un peu disparu, pas qu'en France, parce qu'au Brésil aussi, il y a des centaines de budgets participatifs qui ont été mis en œuvre, d'ailleurs par des mairies de droite, des mairies de gauche, etc., et qui ont perdu ça. Et Porto Alegre, et d'ailleurs, 20 ans après, moi, quand je suis allée faire mon travail de terrain, c'était plus du tout ça. Il y avait, du coup, le budget participatif, c'était un peu customisé, avec plein de critères, plein de règles pour choisir le type de choses, il faut avoir tant de votes, et puis finalement après on dit ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, et finalement c'était devenu un peu une sorte de menu où on dit, bon alors cette année, vous aurez le choix entre la construction de l'école, le goudronnage de la rue machin, et l'aménagement de la place. Et les gens ont voté là-dessus. Et finalement, voilà, ça perd un peu cette force-là, mais ce qui est aussi lié au fait, il ne faut pas l'oublier qu'en 20 ans, à la mairie, les services d'urbanisme de la mairie sont quand même renforcés, ils ont compris les besoins, donc cette participation, elle ne se fait plus de la même façon. Donc c'est aussi positif de voir que d'un côté, la mairie a pris conscience de certaines choses et n'a pas besoin nécessairement de faire participer les gens. Il faut savoir que en tout cas, la participation sur place, c'était quelque chose d'extrêmement fatigant. Ça demandait énormément de temps aux personnes. Ils devaient se mobiliser en masse, des personnes qui avaient déjà des travaux précaires, des familles compliquées. Donc c'est aussi bien de voir qu'il y a une reprise en main de la part des pouvoirs publics. Par contre, avec la perte de cette dimension le peuple au pouvoir et le peuple aussi pour décider autre chose que des choix d'investissement et de voir justement comment les services publics fonctionnent, quels sont les choix en termes de stratégie de dépenses budgétaires, pas que pour investir, mais par exemple pour savoir si tel service doit avoir tant d'argent, si on doit couper les budgets pour telle politique publique. Enfin, il y a une dimension un peu plus complexe que investir. Alors justement, sur cette démarche de budget participatif, moi ça m'intéresserait de comprendre un peu plus parce que après la mise en place des conseils de quartier sur Paris, la démarche de budget participatif s'est mise en place et là en ce moment on est sur une démarche où c'est 5% du budget d'investissement sur lequel les Parisiennes et Parisiens peuvent construire à plusieurs des projets de suggestion d'investissement. Et ensuite, ces projets vont être notamment soumis à des votes en ligne ou des votes physiques. Et l'administration va aussi anticiper et voir s'il y a une faisabilité. Et puis ensuite, il y a des budgets qui vont se faire. Bon. Mais c'est sur 5% de l'investissement, parce que nous critiquons, parce que du coup, on a un peu souvent l'impression que la démarche budget participatif, elle se fait de plus en plus sur le superficiel. Et on ne demande pas l'avis aux habitants et aux habitantes sur l'essentiel, en fait. C'est-à-dire que le biais, c'est que, on va vous demander votre projet, vous allez pouvoir travailler sur un projet de compost dans tel quartier, mais par contre, le grand projet d'urbanisation, où il va y avoir, par exemple, 3 tours de grande hauteur avec 60% de bureaux, par exemple, là, on ne demandera pas l'avis des habitants et des habitantes. Vous, au niveau de Porto Alegre, qu'est-ce que tu as pu observer? La démarche budget participatif, même après, tu décris bien un peu le côté technocratie qui s'empare du truc et ça devient très complexe. Mais est-ce qu'il y a une implication des gens quand même dans les choix de priorité Comment ça se passe? Disons qu'au début, il n'y a pas 5%, 10%, c'est vraiment la totalité, mais quand même orienté sur des besoins spécifiques. Donc on peut imaginer qu'il y a tout un tas d'autres personnes dans la ville qui ont d'autres besoins mais qui ne s'intéressent pas forcément au budget participatif à ce moment-là. Après, effectivement, il y a une délimitation du budget
qui est fait. Mais il y a aussi la création d'une instance participative où siègent donc des représentants des quartiers, etc., qui a pour but un peu de participer à certaines décisions budgétaires. Et puis, à Porto Alegre et dans d'autres villes, se crée aussi ce qu'on appelle les budgets participatifs thématiques, où là, c'est un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne discute plus pour les besoins par quartier, c'est plus régionalisé, mais on se préoccupe de façon un peu plus transversale sur des thèmes. Et, mais toujours un peu dans des questions d'investissement. Et c'est là où ça a un peu ses limites, puisque par exemple, comme tu dis, même des questions de dette ou bien de services de fonctionnement, etc., elles ne sont pas discutées dans le budget participatif. Et puis après, au Brésil, avec le gouvernement Lula, se met en place tout un système décentralisé de participation qui a pour but de faire participer les gens à l'élaboration des politiques publiques. Alors c'est aussi très intéressant, mais c'est très institutionnalisé aussi. C'est-à-dire là, c'est plus la population qui décide tout seul sur des aspects très spécifiques, mais la création de conseils thématiques par les politiques publiques, donc santé, urbanisme, et culture, jeunesse, etc., où siègent à la fois des citoyens, des représentations des associations, etc., et les pouvoirs publics, et tous ces gens réfléchissent ensemble, sachant qu'en fonction de ces thèmes, ces conseils n'ont pas tous le même pouvoir, ils sont parfois juste consultatifs, donc c'est pas parce qu'ils décident d'une politique publique qu'elle va être mise en œuvre. Et il y en a certains qui administrent des budgets. Par exemple, le plus puissant, c'est celui sur la santé, où ils ont aussi des budgets, ils peuvent vraiment, ou sur la jeunesse et la culture, leurs décisions passent par un budget. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir une vision un peu plus ouverte, mais ça peut être aussi limité parce qu'on n'est pas non plus à l'abri de formes de clientélisme, de cooptation, de jeux d'influence, etc. Et je pense que du coup, par rapport à ça, ce qui est vraiment fondamental, c'est d'un côté avoir du côté des services publics, du côté de l'administration, une vraie culture de la participation qui s'intègre, c'est-à-dire on ne fait pas juste de la participation là parce que c'est bien, parce que c'est intéressant, et puis après là où on n'en fait pas, on fait comme avant dans notre coin, et puis on continue à bosser comme on a toujours fait. On intègre par défaut le principe que l'exercice du pouvoir se fait en partenariat avec la société qui est, démocratiquement parlant, la détentrice du pouvoir. Et ça, c'est vrai que l'expérience du budget participatif a permis quand même à des municipalités, au fur et à mesure, de faire rentrer cette culture-là, qui est quand même pas simple, parce qu'on a des gens qui sont issus de trajectoires très techniques, etc. Et au fur et à mesure d'intégrer ça un peu dans l'ADN, on va dire, de ces municipalités. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas tant les cadres institutionnels en tant que tels, que la posture assumée et du politique et de l'administratif sur on fait pas sans les habitants, quoi, on fait pas sans le peuple, quoi. Donc on doit aller le chercher sur l'expression des besoins et tenir compte aussi de ses avis dans les processus de décision essentielles, quoi. Voilà, et puis s'ensuit par rapport, par exemple, une des lois très intéressantes qu'a mis en place Lula aussi au niveau national, c'était un projet de loi qui définit la transparence. Et transparence et l'accès à l'information. Donc ça finit aussi par être une conséquence de tout ça. C'est-à-dire que si on crée du coup des rapports avec la population en termes de participation, il faut aussi du coup que les pouvoirs publics se doivent d'y mettre à disposition de la société différentes informations, etc. Et de l'open data, par exemple, avoir, et puis la transmission publique dans l'ensemble des données administratives. De tout le travail qui se fait. Exactement. Et c'est là où, par exemple, j'ai pas mal fait de recherches sur la discussion de la démocratie participative, et souvent, je pense qu'on oppose à tort le concept de démocratie participative et démocratie représentative, comme si on aurait d'un côté la bonne démocratie participative et puis la mauvaise, vieillotte démocratie représentative. Et finalement, c'est pas du tout dans ce type de relation non plus qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire, une démocratie participative peut justement ne pas être la panacée dans la mesure où elle est canalisée sur des critères très spécifiques, alors qu'une démocratie représentative, avec des canaux de participation, d'évaluation, de transparence, de consultation, mais qui vraiment prennent en compte les choses, peut fonctionner aussi beaucoup mieux. Donc c'est intéressant aussi de réfléchir un peu plus ouvertement à cette réflexion-là. Alors là-dessus, donc, on a des pistes qui nous intéressent vraiment. Par exemple, on a fait une audition de l'association l'Alliance Citoyenne, qui intervient surtout sur Aubervilliers, enfin ceux qu'on a rencontrés, mais qui, eux, parlent de la démocratie d'interpellation. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est plutôt que les instances de démocratie participative ou les instances de concertation, ce qui est aussi intéressant, c'est
que le politique assume d'être interpellé par la population. Et donc eux, ils font un travail en étant totalement autonomes du politique, et ils font donc du porte-à-porte pour aller chercher l'expression des colères des habitants, leurs besoins, et les accompagner à s'auto-organiser pour que, s'ils sont par exemple tous mécontents d'un bailleur social qui ne fait pas son travail de réhabilitation des logements, ou les ascenseurs tout le temps en panne, ou la ville ne fait pas son travail sur la propreté dans un quartier, bon, les habitants s'auto-organisent et vont définir quelles actions ils vont mener pour faire bousculer soit le bailleur social, soit l'équipe municipale. Et donc, eux, ce qu'ils mettent en relief, c'est vraiment la nécessité de la démocratie participative, en fait, de la démocratie représentative des élus, d'assumer cette posture qui est d'être à l'écoute et d'être à l'écoute des citoyens, de les accepter comme des contre-pouvoirs et non pas simplement tout de suite de se braquer parce qu'ils seraient face à une force d'opposition. Hein, ouais, c'est-à-dire que c'est le schéma de la démocratie représentative qui bien souvent, quand il y a une contestation de leur politique ou quand il y a l'expression d'un besoin qu'ils n'avaient pas pris en compte, ils se sentent pris en faux. Ouais. Et donc s'ils se sont pris en faux, c'est qu'ils se sentent d'abord accusés de mauvais gestionnaires, de mauvais élus, comme ils pensent leur conception d'élus comme celle de gestionnaires. Et donc ils disent forcément ils sont instrumentalisés par l'opposition. Donc je pense que la première chose déjà c'est d'assumer ces contre-pouvoirs. Mais ce qui nous intéresse aussi c'est de se dire, et c'est important ce que tu disais, sur faire en sorte que l'administration pense à travailler toujours avec les citoyens, avec les habitants. Je rajouterais aussi avec les salariés, les fonctionnaires des principaux services publics et administrations. Et je pense que plutôt que d'avoir un budget participatif et de savoir s'il faut qu'il soit de 5%, de 10%, et dans quelle modalité, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de se dire, chaque administration doit être formée et accompagnée pour travailler en permanence avec les citoyens et avec les salariés, ce qui demande une formation en interne et plus d'effectifs humains pour faire cette tâche-là. Pour que ce soit plus concret, je donne un exemple très simple à comprendre. Sur un arrondissement, admettons qu'on a décidé dans la partition du budget qu'il y avait tant de budget sur les travaux des écoles. Bon. Évidemment qu'on pourrait s'interroger sur pourquoi les habitants ne participent pas à la discussion sur le fait que ce soit que tant de budget et sur les choix entre les différents budgets par direction. Mais même sur le budget d'une enveloppe contrainte sur les travaux des écoles, on pourrait très bien imaginer que l'ensemble des conseils des écoles savent que chaque année, elles doivent faire remonter ce qui leur semble prioritaire et doivent être amenés à aussi avoir une délibération collective entre les conseils d'école, donc dans lequel il y aura à la fois ceux qui travaillent dans les écoles et les parents d'élèves, pour essayer d'hiérarchiser, puis aussi pour faire remonter s'ils estiment que, franchement, là, l'enveloppe, elle est insuffisante. Mais tout le monde y gagnerait parce qu'on aurait toujours cette articulation avec les besoins. L'administration pourrait aussi mieux expliciter, oui, mais là, vos travaux, c'est telle contrainte. Enfin, voilà, qu'il y ait toujours une réflexion et un échange qui soit fait. Et dernière chose, sur ce que tu disais sur le Brésil qui a travaillé sur des conseils, même cette fois-ci nationaux, sur la santé, sur toutes les politiques publiques. Ça me semble vachement important. Nous, on aimerait vraiment que, et c'est une question forte à la fois dans le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise au niveau des législatives présidentielles, mais moi je pense que c'est vraiment une question qu'on a creusée dans les listes citoyennes qu'on va faire au niveau municipal à Paris, soutenues par la France Insoumise, c'est qu'il y a des comités de pilotage de chaque service public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un pilotage d'un service public sans que ceux qui y bossent et ceux qui en sont usagers ne participent et fassent remonter leurs avis. Par exemple, là, c'est complètement dingue qu'il y ait, par exemple, sur l'hôpital public, l'assistance publique au hôpital de Paris a décidé de faire tout un grand projet de nouvelles APHP, donc on répartit l'organisation de l'offre de soins, on regroupe dans des super gros hôpitaux les choses, mais ceux qui y bossent, les personnels soignants, on leur demande pas leur avis, et alors les Parisiens sont totalement exclus du dispositif. Et la ville de Paris ne se préoccupe pas d'exiger et du ministère, et de l'ARS, et de l'assistance publique de Paris que les citoyens participent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi souvent, dans les services publics, à côté, à partir du moment où c'est des services publics qui dépendent du national,
Oui, ils sont aspirés par la démocratie représentative communale estime qu'elle n'a pas à s'en mêler. Or, elle devrait avoir pour objectif de faciliter et l'implication et la prise en compte de la vie des habitants dans ces services publics. Mais après, ça peut être aussi un petit service public. Hein. Je veux dire, vous prenez par exemple les bureaux de poste d'un quartier, bah, vous pouvez imaginer qu'il y ait les usagers et les salariés des bureaux de poste d'un arrondissement qui ont droit de regard quand même sur ce qui se passe. Oui, ça je pense que c'est vraiment un double avantage, enfin multiple, je ne sais pas si double, mais avantage. D'abord, il y a effectivement l'idée que déjà, on anticipe plein de problèmes, puisqu'à partir du moment où on fait la politique publique avec, on considère qu'on l'a fait certainement mieux, en tout cas plus en lien avec les besoins, donc on s'évite plein de réclamations, plein de dysfonctionnements qui peuvent arriver après. Et surtout, effectivement, on qualifie aussi la participation. C'est un peu ce que tu disais dans le cadre de la démocratie d'interpellation. Je pense qu'ici, lorsqu'on réfléchit aux problèmes, dans toute la littérature de la démocratie participative autour des budgets participatifs, toujours l'éternel problème, c'est comment faire participer les classes populaires. Parce que ici, dès qu'on a un budget participatif, je reviens un peu, mais pas forcément pour rester sur le budget participatif, c'est toujours les classes moyennes, les retraités, les étudiants ou les gens qui ont catégories socio-professionnelles supérieures qui participent. Et les autres, généralement, ne participent pas. Et donc, à ce moment-là, effectivement, pour permettre à ce que toutes ces personnes-là puissent s'investir, etc., c'est très intéressant de pouvoir accès, et c'est un peu ce que fait justement l'Alliance citoyenne, que la participation vienne à toi. Pas pour qu'on t'invite à parler de choses nouvelles, mais pour qu'on te permette de parler de tes colères, de tes problèmes au quotidien. Et l'école, comme tu dis, le logement social, etc. C'est des choses qui sont importantes parce moi je trouve que tout est résumé finalement dans la définition du mot participer. Participer, il y a l'idée de prendre part, donc c'est quand on est invité, mais il y a quand même aussi l'idée de faire partie. Et si je fais partie, je suis un peu membre aussi de cette instance. Je ne suis pas juste invitée pour dire mes avis et donner mon avis quand on me le demande. J'occupe la démocratie en tant que citoyenne. Et c'est ça la participation, qu'elle soit représentative ou qu'elle soit participative en termes de démocratie. Et donc du coup, tout ça permet un petit peu de participer. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui que certains dispositifs participatifs contribuent finalement à agrandir le décalage entre pouvoir public et classe sociale isolée, exclue. Puisque finalement, tout l'appareil de participation qu'on leur propose contribue à les exclure davantage. Parce qu'elles n'ont pas de projet. Comment on peut avoir un projet? Moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il y a des jolies choses qui sortent à travers le budget participatif de la mairie de Paris. Mais comment des habitants qui ont déjà des difficultés de logement ou d'accès aux services publics de base vont monter un projet? Comment ils vont arriver à le faire? Comment ils vont pouvoir s'organiser? Alors que tout avant, il y a tout un tas d'autres conditions d'exclusion préalables qui les empêchent de le faire. Et je pense que c'est vraiment dans cette convergence entre le service public tel qu'il est et le rapport aux usagers, mais du coup qui ne sont plus des usagers, mais des citoyens à part entière. C'est-à-dire que les services publics, c'est leur propriété. Voilà. L'animation de la vie de leur quartier, et donc les politiques qui sont menées, c'est aux habitants et aux habitantes que ça appartient, donc c'est leur commun, et donc c'est à eux de gérer leur commun. Donc il y a toute cette bataille-là à mener qui est essentielle. Et évidemment, je pense aussi que la démocratie participative, et je pense que c'est sans doute la raison première, elle est de toute façon confrontée à travers une grosse hypocrisie politique. Je pense que toute l'évolution de la démocratie participative à Paris le révèle. À partir du moment où on assume de rentrer dans une logique d'austérité, où l'objectif c'est de réduire les budgets, de privatiser, donc de défaire le commun, à ce moment-là on ne veut pas véritablement faire participer les gens. Donc on va les faire participer pour les occuper sur du superficiel, mais surtout pas demander leur avis sur l'essentiel. Et leur permettre d'avoir un cadre pour exprimer leur colère et ce dont il est nécessaire, puisqu'on a décrété qu'on n'allait pas y répondre, puisqu'on fait des politiques d'austérité. Donc je pense qu'il y a cette question-là. Mais c'est pour ça que, à partir du moment où on est en rupture avec ces logiques d'austérité et qu'on veut au contraire permettre aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier leur commun et donc de pouvoir être décisionnaires et exclure les lobbies, les logiques austéritaires, les intérêts privés, cette démarche-là
dans un premier temps d'interpellation avant que ça puisse être véritablement de l'autogestion, hein, de la vie communale, elle est forcément liée à un programme de rupture, quoi. Et oui. Et ben on a cerné, donc en tous les cas, Porto Alegre, expérience très intéressante, mais qui a quand même, hélas, aussi évolué vers une institutionnalisation, une technocratisation, hein. Sans doute aussi à lire avec l'évolution des politiques globales de transformation qu'on pu suivre. Là, j'imagine qu'avec la dictature qui revient de fait, avec Bolsonaro, ils vont couper dans toutes ces instances. Oui, bon, de toute façon, les conseils étaient déjà assez mis à mal. Donc là, en tous les cas, ça va être une période plus de résistance, où tout le cheminement de résistance va être à reprendre. Voilà. Donc on va pas terminer sur une note aussi pessimiste, hein, mais on est très solidaire. Mais on est très solidaire avec le peuple brésilien qui là est en train de vivre des périodes très sombres et qui vont être extrêmement dures vu la logique de répression. Et d'ailleurs, on perd pas de vue que toutes ces logiques d'austérité, elles amènent toujours des dérives autoritaires, antidémocratiques, et que les meilleures résistances, c'est de, je pense, renforcer au contraire l'auto-organisation des citoyens pour s'autodéfendre. Hein. Oui, et là, encore une fois, je pense qu'il y a énormément d'inspiration en termes d'éducation populaire et d'organisation communautaire des peuples en Amérique latine qui nécessite aussi de s'y pencher. Et je pense qu'effectivement, on a une phase de sombre difficulté, mais on sait qu'il y a des forces de résistance qui sont très présentes et qui vont encore faire des choses fondamentales justement pour que plus tard le soleil brille à nouveau. Alors le soleil brillera à nouveau, tu sais que c'est magnifique cette transition que tu me proposes parce que c'était un slogan que j'avais vu en Turquie, dans une région majoritairement kurde et qui est en forte résistance, voilà. Et je pense qu'un autre entretien qui serait intéressant, ce sera avec nos amis kurdes du Rojava, qui eux du coup expérimentent un communalisme où vraiment dans chaque village il y a une autogestion, donc ça sera très intéressant de comprendre comment ça s'organise, parce que je pense que voilà, notre fil sur les exigences démocratiques pour la réappropriation des communs, dans le travail municipal de Paris en commun, on aime bien avoir tu vois, se décentrer de nos quartiers et aussi voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui se pense ailleurs pour mieux nourrir notre réflexion ici. Merci Florence et à la prochaine audition. Au revoir.